Dana White se lance officiellement dans la promotion de boxe anglaise. Justin Gaethje qui pourrait dès ce week-end dépasser la barre symbolique des 1 million de dollars remportés uniquement avec des bonus, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le jeudi 6 mars 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic. Jalin Turner, et oui, aujourd'hui je pense qu'on peut passer l'émission à parler de combattants un peu moins connus qui seront aussi sur la carte de l'UFC 313. On a passé tout le début de semaine à parler du main event et du co-main event. Je pense que ça ne nous fera pas de mal. Et Jalin Turner donc, qui revient d'une pause de 11 mois. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était face à Renato Moicano. Malheureusement, il s'était incliné. Pendant ces 11 mois, il n'a pas perdu son temps. Il a mis l'accent sur le grappling, pardon. Lui, c'est un striker et il le sera toujours. C'est ce qu'il dit. Mais il a commencé les sports de combat à 18 ans, alors que dans la catégorie, il est chez les poids légers, lui. La plupart des combattants luttent ou font du JJB depuis leur enfance. Donc lui, il veut pouvoir être au moins en mesure de les neutraliser au sol pour pouvoir ensuite donner au combat la direction qu'il souhaite, à savoir rester debout. Bien sûr, face à lui, on a Bahamondes qui est en train de monter. L'UFC l'aime bien, l'UFC pousse derrière lui, comme on dit souvent. Donc pour Turner, c'est une très belle opportunité de rappeler au grand public qui il est. Il sait aussi que les fans aiment son style et ça explique pourquoi l'UFC le met très régulièrement sur des gros événements. La dernière fois qu'il avait pris du temps pour lui comme ça, avec une pause assez prolongée, ça lui avait été plutôt bénéfique. C'était suite à sa défaite face à Matt Frevola. Et suite à ça, il avait démarré une série de 5 victoires, plutôt prolifique en effet. Et puis ce week-end, il va être face à un adversaire quasiment aussi grand que lui. Turner, chez les moins de 70 kilos, il fait 1m91. La plupart de ses adversaires étant plus petits que lui, ils ont vraiment besoin de casser la distance pour venir lui mettre des coups. Là, il le sait, ça ne sera pas le cas. Il va falloir très bien gérer la distance parce que Bahamondes en face, c'est 1m85. La différence de taille et d'allonge sera donc forcément réduite dans ce combat-là. Face à lui donc, Bahamondes, il a déclaré qu'il savait au fond de lui que ce combat viendrait, ne serait-ce que parce que les deux sont très grands pour la catégorie et que ça fait une belle petite histoire à l'UFC pour promouvoir ce combat. D'ailleurs, lui, il veut affronter les meilleurs. Turner en fait partie, il est classé numéro 13 dans la catégorie. Si tu veux rentrer dans le top 15 et ensuite dans les discussions très intéressantes, c'est le genre de combat qu'il te faut. Et il avait déjà demandé à affronter Turner pour son dernier combat. Malheureusement, ça ne s'était pas fait. Et puis concernant la clé du combat, il pense qu'il doit lui mettre la pression, le mettre dos à la cage et le pousser à faire une erreur pour ensuite venir le punir et bien sûr le mettre KO. Sur cette carte, on retrouve aussi la sensation de la Fighting Nerd, Mauricio Ruffi. On le sait, il aurait aimé affronter Benoît Saint-Denis. Maintenant, il semble être passé à autre chose. Bobby Green est un magnifique combat pour lui, c'est en tout cas ce qu'il estime. Il voulait déjà l'affronter par le passé. C'est un gros nom qui va lui donner une grosse exposition et puis qui va tout de suite lui ouvrir les portes du top 15. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Pour la petite histoire, Ruffi, il n'avait que 11 ans quand Bobby Green a fait ses débuts professionnels en MMA. Pour vous dire à quel point l'écart entre les deux est énorme. Encore une fois, la nouvelle génération qui va venir se faire les dents sur l'ancienne. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va casser? On aura la réponse bien sûr samedi soir. On lui a aussi demandé à Ruffi de décrire son style de combat à lui. Et d'après lui, il a un style unique. Ce n'est pas de la boxe taille ou quelque chose que tu peux vraiment définir. C'est son style à lui et il s'inspire de tout pour le construire, que ce soit le football, mais même les animés, les mangas. Je ne sais pas vraiment ce qui peut ressortir, mais écoutez, pourquoi pas. Ce qu'il explique, c'est que quand il voit quelque chose qui l'inspire, peu importe où, peu importe le domaine, il prend des notes et il essaye ensuite à l'entraînement de l'implémenter pour ajouter plus de cordes à son arc, comme on a pour habitude de dire. Il a aussi raconté comment il avait rejoint la Fighting Nerd. Il avait une salle dans laquelle il s'entraînait et un jour il va chez les Fighting Nerds pour une session de sparring. Là-bas, il voit Borayo sparer, Borayo qui est quand même le visage de cette équipe, en tout cas celui qui est arrivé le premier, celui qui en fait le plus la promotion auprès de la Big League. Il a adoré le style de Borayo, il a donc décidé de changer de salle et d'aller s'entraîner à plein temps là-bas. Sauf que Caio lui a dit tout de suite, écoute, tu peux pas rejoindre notre équipe comme ça, il faut déjà que tu viennes participer à 30 sessions d'entraînement et que tu n'en loupes pas une seule. Et suite à ça, on fera un point et on verra si tu mérites ou pas de t'entraîner avec nous.
Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, la Fighting Nerd, c'est pas une équipe où tu vas comme ça, tu vas, tu viens, il faut faire partie du groupe et il faut se fondre dans la masse, vraiment faire partie de l'équipe et la représenter du mieux possible. On lui a aussi fait remarquer que l'UFC aimait énormément la Fighting Nerd, parce que ses combattants étaient mis en avant. Et d'après lui, ça c'est lié au fait que dans la cage, ils donnent tout, ils s'entraînent très fort et ça se voit lorsqu'ils sont dans l'octogone, bien sûr. Et donc l'UFC leur rend bien. D'ailleurs, la Fighting Nerd risque de s'étendre et d'ouvrir 3 salles aux États-Unis cette fois. Je rappelle que c'est une équipe qui est basée pour l'instant au Brésil. S'ils arrivent aux États-Unis, ça va vraiment être un changement majeur pour eux et c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Face à lui, le vétéran donc Bobby Green, 38 ans, 32-16 en carrière, avec un match nul et un no contest. Il n'est pas né de la dernière pluie, Bobby Green, il le dit, moi je connais le système, j'ai très peu d'émotions aujourd'hui, je sais comment ça marche, et j'ai bien compris que l'UFC voulait me tester en me mettant face à Ruffy. Déjà, son dernier combat, on pourrait dire que c'était un test. Il avait perdu face à Paddy Pimblett. Il est revenu sur cette expérience d'ailleurs. Il avait été assez critiqué parce qu'il était venu chercher un takedown, s'était fait contrer et s'était fait soumettre. Ce qu'il dit, c'est qu'en réalité, il ne voulait pas mettre de takedown à Paddy Pimblett, mais quand il a pris ce low kick, il a glissé. Il donne une image, hein, il dit c'est comme si j'avais marché sur une peau de banane, et du coup je me suis retrouvé au niveau de ses jambes, donc je me suis dit que la meilleure chose à faire c'était de les attraper et d'essayer de l'amener au sol, mais ça n'était pas du tout la stratégie, et bien sûr je me suis fait surprendre, je me suis fait soumettre. Il estime aussi qu'à l'UFC, on ne donne pas assez de respect aux vétérans, ou qu'en tout cas les fans de l'UFC ne donnent pas assez de respect aux vétérans. Ce qu'il dit et ce qui est assez simple, hein, c'est que quand tu regardes TJ Dillashaw, qui a un peu plus d'une vingtaine de combats professionnels, il a le corps qui est totalement brisé, il est blessé de partout. Alors imaginez des gars comme lui qui ont plus de 50 combats, ou des gars comme Jim Miller ou bien d'autres, tout ce qu'ils mettent en jeu pour performer dans l'octogone. Et d'après lui, même si tu n'as pas la ceinture, mais que tu es un vétéran, tu as énormément travaillé, et juste le fait de mettre ta santé en jeu combat après combat, et de le faire pendant des années, ça mérite un gros respect, et il espère que les fans vont comprendre ça. Et puis sinon, Bobby Green, derrière ses aspects un peu gangster, hein, son look pardon, de rappeur, la façon qu'il a de parler, toujours un petit peu provoquant, il joue les gangsters, hein, très clairement, c'est une image qui se donne. Il n'est pas si bête que ça, on en a déjà parlé. Il possède de nombreux appartements. Il a aussi un projet de ferme. Il a commencé à acheter des poules et il veut continuer à investir. D'après lui, il faut préparer l'après-carrière. Il faut avoir des possessions, des choses qui t'appartiennent. Et puis, il veut aussi être un exemple pour les jeunes de sa ville. Il pense que ce qu'il manque là où il habite, c'est des exemples, justement. Et il dit, moi, quand je suis en ville, quand les jeunes me voient, je pense qu'ils veulent devenir comme moi et pas devenir des dealers et pas mal tourner. Moi, c'est un chemin que j'aurais pu prendre, je ne l'ai pas fait. Donc, eux aussi peuvent marcher dans mes pas et j'espère que je vais réussir à les élever. Donc Bobby Green, hein, derrière ses aspects de gros dur, en réalité, je pense qu'il a très bien réfléchi sa carrière et aussi son après-carrière. Est-ce que ça va passer ce week-end contre Ruffy? Ça risque d'être très dur, mais Bobby Green, tu peux jamais parier contre lui. Tout est possible, il a la foudre dans les poings, il est aussi assez imprévisible et il le sait. Il a un style de combat qui est très dur à mimer pour les sparring partners de ses adversaires. La réponse, encore une fois, dès samedi soir. La prochaine info, elle concerne Dana White. On en parlait depuis un moment déjà, mais c'est officiel. Il se lance dans la promotion de boxe anglaise. Alors, quand je dis lui, c'est tout le groupe de l'UFC, hein, le groupe TKO. Il y a aussi la WWE là-dedans. Il s'associe avec l'Arabie Saoudite. Ce qu'il veut, c'est créer quelque chose de zéro, comme il l'a fait avec l'UFC. Et d'ailleurs, s'inspirer du modèle UFC, hein, avec des classements, etc. Il veut donner à la boxe tout ce dont elle a besoin, d'après lui. Actuellement, il pense qu'il y a trop de promotions, donc trop de champions, et que les organisateurs ne mettent pas forcément en place les combats que les fans veulent voir. On a trop souvent des champions qui affrontent des inconnus, et puis il veut aussi mettre fin au mythe de l'invincibilité. C'est vrai que tu as l'impression en boxe anglaise que si tu veux être champion du monde, il ne faut pas avoir connu de défaite dans toute ta carrière professionnelle, et donc ça biaise un peu les choses avec des combattants qui choisissent leurs adversaires, les promoteurs qui font tout pour avoir un gars qui arrive invaincu au sommet, parce que ça vend mieux, bien sûr. Il pense aussi que les soirées boxe sont trop longues. Ce qu'il dit, c'est que tu as un combat, tu as quasiment un podcast entre les deux, puis un autre combat. C'est pas possible, ça dure trop longtemps, ça dure 9 heures. Lui, il veut que ça soit aussi long qu'une soirée UFC. Les combats doivent s'enchaîner beaucoup plus rapidement. Et puis c'est un Américain, Dana White. Il veut donc d'abord implanter cette organisation aux États-Unis. Il pense que si tu veux être diffusé à l'étranger, devenir grand à l'étranger, il faut déjà être solide aux États-Unis avant de pouvoir briller ailleurs. C'est ça l'idée. Et le premier événement pourrait peut-être avoir lieu dès le 12 septembre.
Il va donc avoir un petit peu de temps, mais il explique avoir déjà l'œil sur certaines pépites, sur certains jeunes boxeurs que le grand public ne connaît pas, mais que lui, bien sûr, pourrait faire briller. Et puis pour parler un peu de l'UFC, Alex Pereira est une des plus grosses stars de l'organisation, si ce n'est la plus grosse. Il aime beaucoup son style, il aime beaucoup son activité, et aussi bien sûr le fait qu'il prenne des short notice. À chaque fois que tu demandes à Alex Pereira de combattre, il accepte, et forcément l'UFC a envie de lui rendre. Il pense que s'il bat Ankalaev ce week-end, ça va le faire passer dans une autre dimension. Il a besoin de ce genre de victoire, le public veut voir sa takedown defense, et si il valide le test Ankalaev, là ça va vraiment devenir la méga star qu'il mérite de devenir d'après Dana White. Et puis sinon, il table aussi toujours sur un retour de John Jones cet été contre Aspinall. Et le vainqueur, pourquoi pas, il le dit, pourrait se voir affronter Alex Pereira. Est-ce que c'est ça la suite de l'histoire? Je ne sais pas, mais déjà, si on pouvait avoir un Aspinall contre Jones, ce serait déjà magnifique, on va pas s'en priver. Donc espérons que Dana White travaille là-dessus et que nos vœux se réalisent. On va parler un peu antidopage maintenant avec Kamaru Usman. Ça y est, il a validé ses 75 tests antidopage. Il les a réussis, bien sûr, il ne s'est jamais fait attraper par la patrouille, comme on dit. Félicitations à lui, il a reçu sa veste personnalisée, comme le veut la coutume. Israel Adesanya, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on en avait parlé il y a quelques mois maintenant, son ex-petit ami demandait la moitié de sa fortune au moment où ils se sont séparés, parce que d'après elle, s'il est devenu champion, c'est en partie grâce à elle, et donc elle mérite la moitié du gâteau, alors qu'ils ne sont sortis ensemble que pendant un an, ils n'étaient pas mariés, ils n'avaient pas d'enfants, sauf qu'il semblerait qu'Adesanya en réalité ait tout mis au nom de sa mère, toutes ses possessions, donc elle ne peut rien avoir, et la justice lui aurait demandé maintenant à elle de verser la moitié de ses économies à l'ancien champion, soit 500 000 dollars. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça n'est qu'une rumeur, mais c'est une rumeur que je vois passer de plus en plus, alors peut-être que c'est bien la réalité, on en saura peut-être plus dans les semaines qui viennent. Pour parler un peu de l'événement du week-end, Magomed Ankalaev et Alex Pereira, l'un comme l'autre, ne se sont jamais imposés par soumission. Est-ce que ça pourrait être la première fois ce week-end? On en parlait avec un auditeur, imagine si Pereira soumet Ankalaev, c'est vraiment du jamais vu. Par contre, si Ankalaev soumet Pereira, là je pense que la cote est un peu moins élevée. Mais Ankalaev, on en parle beaucoup comme d'un lutteur, on sait que c'est aussi un excellent striker, mais quand il te met au sol en Ankalaev, même si ça n'arrive pas souvent, il aime passer du temps debout, c'est surtout pour te coller, pour te mettre du grand and pound et pour remporter les rounds, mais c'est vrai que ce n'est pas l'as des soumissions, la preuve en est. Justin Gaethje a déjà remporté 900 000 dollars en bonus. Alors tout ça, c'est grandement lié au fait qu'il ait remporté 300 000 dollars de bonus lors de l'UFC 300. On le sait, les bonus n'étaient pas de 50 000 dollars comme le veut la coutume pour cet événement, mais de 300 000 dollars. Il était donc passé d'un coup de 600 à 900 000. Il a quand même pris 13 bonus post-combat dans sa carrière, hein, donc combat de la soirée, KO de la soirée, etc. Et ce week-end, s'il prend deux bonus, 2 fois 50 000, donc il pourrait rejoindre Cowboy Cerrone avec les 1 million de dollars seulement en bonus, ce serait vraiment énorme. Justin Gaethje, il a pris beaucoup d'argent dans sa carrière, notamment au World Series of Fighting avant d'arriver à l'UFC. Il avait remporté le tournoi à 1 million. Forcément, ça fait très plaisir. Au vu des risques qu'il prend dans la cage, au vu de son style très spectaculaire, je pense que c'est amplement mérité. Sortons de l'UFC maintenant pour cette dernière actualité, direction le karaté combat. Et il semblerait que Sam Alvey et Tyrone Spong, un vrai vétéran, encore une fois, deux vétérans vous me direz, vont s'affronter pour le titre des poids lourds et ça pourrait avoir lieu le 2 mai prochain. Et puisque je vous parle du karaté combat, le week-end dernier, on a justement Caio Borraio et Brendan Allen qui se sont affrontés dans un combat de grappling. Caio Borraio l'a remporté à la décision. J'espère que vous appréciez l'émission jusqu'à maintenant. Pensez à liker, vous abonner, ça me fait très plaisir. Vous, ça vous coûte 0. Et tout de suite, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Et on commence avec Antoine Clément qui me dit « Merci pour les chiffres, c'est très intéressant. En tant que poids lourd, je suis déçu qu'il y ait si peu de combattants. Mais c'est souvent comme ça dans toutes les disciplines. En tout cas, en boxe anglaise, c'était le cas en amateur quand je pratiquais. J'aimerais que l'UFC signe plus de combattants pour gonfler le roster, même si ces combattants ne sont pas forcément prometteurs de prime abord. On ne sait jamais. C'est vrai que de toute façon, dans les sports de combat en général, c'est comme dans la vie de tous les jours, des mecs de 100 kilos, t'en vois, des mecs de 100 kilos sportifs un peu moins, donc imagine des mecs de 100 kilos sportifs qui font de la boxe, forcément il y en a un petit peu moins. On connaît tous l'histoire. Bien sûr, l'UFC, les poids lourds, ça a toujours été la catégorie reine dans les sports de combat. Donc si on pouvait en avoir de qualité à l'UFC, on ne se priverait pas.
même si Aspinall, d'après moi, coche tous les critères. Et j'ai souvent entendu des journalistes américains le dire. Maintenant, les poids lourds, ils vont plus faire de la boxe, ils vont pas faire du MMA, ils vont en NFL, là où il y a de l'argent, là où il y a une grosse médiatisation. Ils vont aussi faire du basket, hein. Les mecs de 2 mètres, forcément, ils font pas 50 kilos. Donc tout ça participe au fait, bien sûr, qu'on soit en pénurie de poids lourds, même si on a connu pire, hein, dans l'histoire de l'UFC, bien sûr. Tu me dis ensuite, je rebondis sur un commentaire de la Minute Auditeur. Je ne veux plus vraiment voir Gann pour le moment, car je trouve ses combats ennuyeux et décevants. Il faut absolument faire combattre Aspinall pour qu'il se révèle encore plus. Tu le sais, j'aime beaucoup. Bah, Cyril Gann, moi c'est un combattant que j'aime bien. C'est vrai que son dernier combat, il est passé au travers. Maintenant, est-ce que c'est la faute de la blessure? Peut-être aussi. Moi, je pense que Cyril Gann a encore de belles choses à nous offrir. Je sais que ce n'est pas un avis partagé par tout le monde, mais j'espère qu'on le verra dans l'octogone. Et Aspinall, comme je te disais, en effet, il faut l'utiliser. J'ai l'impression que lui veut être actif, mais qu'il est un peu bloqué par la situation actuellement. Et tu es aussi déçu des performances de Benoît Saint-Denis. On dirait que c'est un problème d'entraîneur français. Il n'y a aucun gros nom qui pourrait emmener l'un de nos athlètes au top niveau. GSP me manque. Bon, bah, GSP, est-ce qu'on aura un jour un nouveau GSP? Je le souhaite pour nos amis canadiens. Pour l'instant, on l'attend encore. Et ben écoute, là, il y a Nicolas Haute, hein, quand même, qui est très bon. On va voir ce qu'il va faire avec Nassourdine Imavov. Il est aux portes du titre. Que va-t-il faire avec Benoît Saint-Denis? Je ne sais pas. Le titre pour Benoît Saint-Denis, ça me semble peut-être un peu ambitieux. Mais sait-on jamais, ça a l'air d'être un gros travailleur. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de retranscrire ce que lui demande Nicolas Haute à l'entraînement, le retranscrire dans la cage? Là est toute la question. Lufelo Naflo. Ferguson doit arrêter sa carrière. Les gens qui le signent sont vraiment des inconscients. Ont-ils vu ses dernières performances? L'argent c'est bien, mais la santé c'est mieux. Et Atox qui ajoute: en plus, je suis sûr s'il gagne, il va dire que c'est bon, il est reparti. Même si son adversaire est éclaté au sol, ça craint vraiment. Ben, Ferguson qui a déjà eu des problèmes mentaux, dirons-nous, quand il était à l'UFC, quand il était en pleine série de victoires, forcément que de le voir prendre énormément de coups, de le voir se faire détruire dans la cage, ça fait pas plaisir. Maintenant, on lui propose, lui il accepte, c'est le jeu malheureusement. Et oui, je pense que s'il bat Dylan Dennis, même si Dennis c'est pas un gros nom du MMA, il va nous le dire: ça y est, je suis reparti, je vais être champion, je vais battre tout le monde. Et ça va être reparti pour un tour, bien sûr. Twike White qui me dit: Darius contre BSD, ce serait un banger. Ce serait surtout une belle opportunité pour Benoît Saint-Denis de remonter dans les classements. Maintenant, pour être honnête avec toi, je n'y crois pas trop, même si je peux me tromper. On a Jim qui nous dit: le neurologue de Ferguson en dépression après son départ de l'UFC. Il n'avait pas fini de payer le jet privé de son chien. Par contre, son charcutier attend avec impatience son arrivée en boxe anglaise. Il est en pénurie de pâté de tête. Et on a Carlito qui répond: vu le dernier combat de boxe de Dylan Dennis, je pense que Ferguson peut être tranquille côté perte cérébrale. C'est vrai que le combat de boxe anglaise de Dennis c'était nul, mais vraiment pourri. Vous n'allez même pas le voir, ça sert à rien, c'est une perte de temps, il a rien fait du tout. Maintenant, encore une fois, hein, Tony Ferguson, s'il pouvait limiter les dommages cérébraux, je pense que ce serait mieux pour sa vie future, sa vie de retraité. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Demain, je l'espère, on aura l'occasion de reparler de cet événement, peut-être un peu plus avec les têtes d'affiche. Espérons qu'il n'y ait pas de blessures, espérons que tout le monde fasse le poids. Et si jamais il n'y a pas trop d'actualité sur cette UFC 313, vous inquiétez pas, j'ai d'autres interviews en stock, on parlera donc de ça. Passez tous une très bonne soirée et à très bientôt.